Bienvenue dans i24net, le magazine qui regarde l'actu à travers les réseaux sociaux et décrypte avec vous ce média devenu incontournable. Au programme cette semaine, alors que François Hollande annonce ce lundi un plan d'urgence massif contre le chômage, on va s'intéresser à ce qu'Internet a changé dans le monde de l'emploi. Sites d'annonces, CV en ligne, réseaux professionnels, pour trouver un emploi, vaut mieux désormais bien maîtriser le net. On en parlera avec notre invitée, Sarah Fedida, spécialiste en ressources humaines. Ils utilisent Internet pour changer le monde et chaque semaine, Chloé Demoulin vous les présente. Cette semaine, rencontre avec deux Néerlandais qui, en vendant des articles de presse à l'unité, pourraient donner un second souffle à ce secteur en difficulté. Et puis on terminera cette émission avec un condensé des images qu'il faut avoir vues cette semaine sur le net. Mais i24net, c'est aussi et surtout le regard des internautes sur les événements. La semaine vue du net, c'est tout de suite et c'est l'actu en tweet. Le week-end dernier, l'accord nucléaire historique entre l'Iran et les grandes puissances est entré en vigueur après le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Conséquence de cet accord, la levée des sanctions économiques qui frappent la République islamique. Sur Twitter, le président iranien Hassan Rouhani a loué la patience de son peuple et parle d'une victoire glorieuse pour son pays. Le compte du Quai d'Orsay relaie un communiqué de Laurent Fabius qui salue cette levée des sanctions, mais dit rester vigilant quant au respect des engagements des Iraniens. Du côté des internautes, le langage est moins diplomatique. HDG dénonce l'hypocrisie de l'Occident, délaissant leurs principes pour le marché de 77 millions de personnes que représente l'Iran. Bilad décrit l'Iran comme une terre d'investissement, de contrats juteux et surtout un parrain local sur qui on peut compter pour mater les rebelles. Même idée pour Gilles Berthier qui voit en l'Iran l'équivalent d'un bombardement ciblé continu contre Daesh. Siriano souligne qu'au-delà de tous les enjeux économiques ou politiques, il ne faut pas oublier les milliers d'innocents pendus en Iran. Quel que soit l'accueil de cette nouvelle, Scarlett Haddad rappelle une réalité incontestable, le retour de l'Iran au sein de la communauté internationale comme une nouvelle superpuissance régionale. Après l'attentat sanglant qui a fait 29 morts à l'hôtel Splendide de Ouagadougou, les internautes se disent Ouaga à l'image du Premier ministre français Manuel Valls et de Justin Trudeau, son homologue canadien. Le sentiment d'un terrorisme comme enjeu international partagé est très présent chez les internautes. Une attaque barbare et un mode opératoire qui rappelle aux Français un autre vendredi soir. Les messages de soutien au peuple burkinabé ont été nombreux sur le net, mais sans commune mesure avec ceux qui ont suivi les attaques de Paris. Pour l'IRI, les attaques de Ouagadougou sont passées sous silence car l'attentat ne frappe pas les grandes puissances mais seulement l'Afrique. Cela dit, le ton est résolument à la solidarité avec le peuple burkinabé. C'est unique que le monde doit faire face aux terroristes. Un état d'esprit résumé par Lou qui appelle à l'union car selon lui, de Paris à Ouagadougou, en passant par Istanbul, on est tous dans la même galère. Ce lundi, François Hollande a annoncé un plan d'urgence pour l'emploi, un plan très attendu pour proposer un emploi ou pour en chercher un. Internet est devenu un outil incontournable. Comment est-on passé du CV papier au CV numérique? Quelles sont les conséquences de ces changements? Dans un instant, on en parlera avec notre invité qui nous donnera quelques conseils, mais avant, tour d'horizon de l'emploi sur Internet avec Chloé Demoulin. En moins d'une décennie, Internet a donné un véritable coup de vieux au CV traditionnel et changé la façon de trouver un emploi. En 2014, les Français étaient déjà 80% à avoir eu recours au web pour leurs recherches, une tendance qui se confirme. Pour décrocher un job, les internautes consultent bien évidemment le site de Pôle emploi, mais aussi des sites comme Quel Job ou encore Monster. Par métier ou par région, on ne compte plus les plateformes qui répertorient les emplois à décrocher. Plus insolite, le site de petite annonce leboncoin.fr arrive en 3e position des sites les plus consultés par les Français pour leur recherche d'emploi. Mais les vraies nouvelles stars du recrutement sur Internet, ce sont les réseaux professionnels. Sur LinkedIn ou Viadeo, on crée son profil, on entretient son réseau et on démultiplie ses contacts, donc ses chances de trouver un emploi. Un réflexe devenu incontournable pour l'ensemble des acteurs du monde du travail. Même les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook se sont transformés en outils pour chercher un emploi. Les demandeurs s'en servent de plus en plus pour faire acte de candidature, tandis que les entreprises sont heureuses de pouvoir y glisser leurs annonces. Ça a significativement raccourci l'espace-temps qui
qui avant caractérisait un processus de recrutement. En plus de faciliter la vie aux demandeurs d'emploi et aux recruteurs, la recherche sur Internet aurait un réel impact sur le chômage. C'est le très sérieux Conseil d'orientation sur l'emploi qui l'a affirmé dans un rapport publié en mars 2015. Le recrutement en ligne permet de réduire ce que les professionnels appellent le chômage frictionnel, c'est-à-dire quand les annonces n'arrivent pas aux yeux et aux oreilles des demandeurs d'emploi qualifiés. Facebook est une application de réseau professionnel, c'est de vraiment aider dans l'identification, dans la mise en relation entre les candidats et les recruteurs. Mais on est loin d'une idylle entre Internet et la recherche de travail. Dans son rapport, le Conseil d'orientation pour l'emploi pointe plusieurs problèmes. Les écarts se creusent entre les demandeurs d'emploi qui savent se servir d'Internet et maîtrisent parfaitement tous ces codes et les autres, notamment les chercheurs d'emploi de plus de 50 ans qui sont déjà en grande difficulté. On appelle ça la fracture numérique. Dernier problème, les réseaux sociaux sont source de concurrence entre ceux qui sont en poste et ceux qui recherchent un emploi. Les recruteurs vont plus facilement débaucher des candidats en poste au profil expérimenté que des chômeurs qui en auraient pourtant davantage besoin. Internet est donc loin d'être un Eldorado pour l'emploi, plus un terrain miné pour le candidat qui va devoir en comprendre toutes les subtilités pour décrocher le job de ses rêves. J'accueille sur ce plateau Chloé Demoulin, journaliste i24net. Et vous, Sarah Fedida, vous êtes consultante RH, spécialiste des réseaux sociaux, du recrutement sur les réseaux sociaux et par ailleurs des RH de l'agence 1948. Alors Sarah, la première chose qu'on se demande en regardant ce sujet, c'est que si on additionne l'attention qui est portée aux profils Facebook, qui sont passés au crible avant les entretiens, le fait d'être recommandé via les réseaux sociaux, est-ce que finalement, avec toutes ces préparations, est-ce que ce n'est pas déjà joué quand on se retrouve face aux recruteurs aujourd'hui avec Internet? Les dés ne sont pas encore lancés lorsqu'on arrive à l'entretien, mais plutôt toutes les cartes sont entre les mains du candidat. À savoir aujourd'hui avec la puissance des réseaux sociaux et tous les médias du web, aujourd'hui le candidat a entre ses mains, avant l'entretien, la possibilité de connaître tout sur l'entreprise, de pouvoir scruter les informations nécessaires pour réussir son embauche et réussir tout son processus de sélection. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, bon. Entièrement. Alors, je voulais vous faire écouter ce que dit Lior Tal. C'est un entrepreneur israélien. Il a une entreprise qui s'occupe de ce qu'on appelle de la e-réputation, c'est-à-dire qui nettoie les profils Facebook avant d'aller se présenter pour un emploi. Je vous propose de l'écouter. Quand les gens sortent de l'université aujourd'hui aux États-Unis, en Israël, en Europe et ailleurs, quand ils cherchent un emploi, presque tout le monde regarde leur profil sur les réseaux sociaux et non sur LinkedIn qui est plus professionnel, mais plutôt sur Facebook, Twitter, Instagram. Et ils se basent sur ce qu'ils voient pour prendre une décision. On a vu qu'il ne faut négliger aucun détail aujourd'hui. On a bien compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on va fouiller les profils. Est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs 3 conseils fondamentaux pour chercher de l'emploi sur Internet ? D'accord. Le premier conseil, on va d'abord commencer en continuant ce que disait justement Lior, rassurer les recruteurs en mettant une certaine cohérence dans tous ces profils, en harmonisant tous les profils sociaux, en mettant en avant ses compétences, ses qualités et bien sûr en nettoyant ce qui n'a pas lieu d'être. Le deuxième conseil serait aussi d'être un peu original, c'est-à-dire de se démarcher via une masse de candidats qui présentent les mêmes compétences. Et enfin, d'être proactif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet de manière générale sont une véritable source de connexion. Il faut savoir les utiliser, en abuser. Je rappellerai la théorie éditée en 1929 des 6 degrés de séparation qui précise que chaque personne est écartée d'une autre personne n'importe où dans le globe par 6 autres personnes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est à 3,84. On peut accéder à tout le monde. Donc c'est vraiment le réseau aujourd'hui qui compte et la manière de tisser sa toile, tout simplement. Exact. On peut vraiment arriver à n'importe quel DRH, n'importe quel CEO. Il suffit vraiment d'être un peu original dans sa démarche. Chloé, vous avez une question. Justement, vous parliez de se démarquer. Il y a une lettre de motivation qui a beaucoup fait de bruit cette semaine. On le voit à l'écran, c'est un certain Julien, 24 ans, qui a écrit dans cette lettre de motivation, blablabla. Est-ce que ça signifie qu'il faut vraiment être original aujourd'hui pour se démarquer ? Original, alors je dirais qu'il faut être classique dans la forme et original dans le fond. Voilà, on voit cette lettre, hein, passionné de blablabla. En fait, il n'avait pas envie de répéter les mêmes choses et donc il a envoyé cette lettre. Alors, cette originalité, est-ce que ça peut payer ? Ça peut payer, ça peut être risqué, mais ça peut payer. Quand je précise qu'il faut être original dans le fond, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr
personnaliser son CV par poste et non pas envoyer le même CV à tout le monde. Il faut éventuellement appuyer une démarche originale, mais ne pas se soustraire au fameux CV et à la lettre de motivation qui devient de plus en plus obsolète. Par contre, dans la forme, il faut rester assez classique, ne pas faire trop de surcharge visuelle et avoir toujours un discours vendeur, puisqu'au final, on se vend. Et s'adapter donc à son public, tout exact, simplement. Entièrement. Alors, pour être tout à fait complet, on va avoir le point de vue justement de l'employeur. Je me tourne vers vous, Charles-Henri Dumont. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert RH, auteur de Recruter les meilleurs à l'ère digitale, complètement dans le sujet du jour. Alors, ma question sera simple. Est-ce que Internet n'a que des avantages pour le recruteur, pour le patron? Oui, parce qu'avant, on voyait principalement des gens en recherche active, donc on passait des annonces. Et maintenant, grâce à l'Internet, on a des tas de gens qu'on peut contacter qui sont en recherche passive. Si vous prenez des gens sur LinkedIn, il y en a un petit pourcentage qui sont vraiment en recherche active et qui vont répondre à des offres d'emploi. Mais ce qui veut dire aussi que le métier de recruteur change. Maintenant, il faut chasser les gens. Mais ça ne se fait pas au détriment des chômeurs, tout simplement, qui, eux, cherchent un emploi? Non, parce que je pense que pour faire un bon recrutement, aujourd'hui, il faut considérer les deux populations, à la fois active et passive. Passive, il n'y a pas que des avantages, parce qu'il faut aller chasser quelqu'un qui est bien en poste. Souvent, ça veut dire qu'il faut le payer plus cher pour qu'il parte. Et alors qu'un chômeur, évidemment, il est en recherche active, donc il est plus susceptible d'accepter l'offre. Donc il faut les deux populations. Pour résumer, c'est que le meilleur pour vous, Internet. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Charles-Henri Dumont. On va passer maintenant aux internautes qui changent le monde. C'est maintenant avec vous, Chloé. Alors Chloé, chaque semaine, vous nous présentez des internautes, un ou des internautes qui ont changé le monde ou leur monde donc en utilisant cet outil qui est Internet. Alors cette semaine, on va parler de ceux qui tentent de sauver une industrie qui va mal, c'est l'industrie de la presse. Exactement. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un tour dans un kiosque à journaux, de tomber sur un article qui vous intéresse, mais de vous dire que vous n'avez ni vraiment envie, ni vraiment d'ailleurs les moyens d'acheter le journal en entier, un journal qui de toute façon finira dans votre poubelle sans que vous l'ayez lu? Eh bien, deux jeunes Hollandais, Martin Blankenstein et Alexander Klopping, ont trouvé la parade. Ils ont créé une application qui permet d'acheter des articles à l'unité en un clic et pour seulement quelques centimes. Regardez. Avec Blendle, vous pouvez voir et lire les meilleurs journaux et magazines des Pays-Bas. Sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, vous pouvez décider ce que vous lisez et ce que vous ne lisez pas. C'est vraiment simple. Vous survolez l'application, choisissez un journal ou un magazine et cliquez sur celui qui vous intéresse. En fait, cette application s'inspire d'un système qui existe déjà pour la musique. Vos enfants achètent sans doute des chansons à l'unité sur Spotify ou iTunes. Alors, transposer le principe dans le journalisme et notamment convaincre des journaux prestigieux de vendre leurs articles à la découpe, on aurait pu penser le pari impossible. Mais en fait, c'est un vrai succès. Regardez, 550 000 utilisateurs de Blendle, une application sur laquelle on peut retrouver 100 titres de journaux, des journaux hollandais, mais aussi allemand, et surtout l'application a tapé dans l'œil des géants de la presse. Le New York Times et le groupe allemand Axel Springer ont décidé d'y investir 3 millions de dollars. Mais présenté comme vous nous le présentez, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui va tuer la presse. C'est-à-dire que si on achète des quarts de moitié de journaux, les journaux ne peuvent plus du tout fonctionner. Alors c'est tout à terme. C'est tout le contraire parce que l'idée est justement de redonner des couleurs à un secteur en crise, car ceux qui utilisent l'application ne sont pas ceux qui achètent la presse habituellement. Je vous propose d'écouter l'un des deux créateurs de l'application qui répond à cette critique. Nous savons que les 2 tiers de nos utilisateurs ont moins de 25 ans. Ils sont donc plutôt jeunes et ne dépensent pas beaucoup d'argent dans la presse. Alors, est-ce qu'on peut espérer voir ce système en France ? Alors, l'application doit débarquer dans quelques jours aux États-Unis. En revanche, en France, rien n'est encore fait. Seule Libération, le journal Libération, aurait donné son accord de principe. Donc ça s'appelle Blendle. Ça permet à plus de 500 000 utilisateurs d'acheter des articles à l'unité et ça pourrait bien être l'avenir de la presse écrite. Merci beaucoup Chloé, merci à toutes les deux. Alors pour finir cette émission, on vous a condensé toutes les vidéos, les images devenues cultes sur le web cette semaine pour avoir l'air ultra connecté. C'est 1 minute sur le net.
Des clochers d'église qui ont joué ses tubes aux internautes qui ont partagé sa musique, l'hommage à David Bowie décédé la semaine dernière a été unanime. Le plus insolite et sans doute le plus poétique d'entre eux est cette pétition en ligne publiée sur le site change.org. Une internaute italienne, Andrea Natella, y demande l'annulation de la mort de la légende du rock, une requête adressée tout simplement à Dieu lui-même. La demande a peu de chances d'aboutir, mais la pétition aura permis à plus de 10 000 internautes de rendre un hommage original à l'interprète de Heroes. C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Après le succès de son Madame Bovary expliqué en langage de Jones, le doyen du cinéma français Jean Rochefort revient cette semaine avec un résumé tout aussi fleuri du Petit Prince de Saint-Exupéry. Devant le succès de la première vidéo sur YouTube il y a un an, le comédien devrait apparaître dans une mini-série sur France 5 dans laquelle il s'attaquera à d'autres classiques comme le Cid, les Liaisons dangereuses ou encore l'Odyssée d'Homère pour le plus grand plaisir des internautes. Alors il tape la pause comme un bolos. Et le lendemain, un petit com lui dit tout de go, dessine-moi un mouton, gros. Voilà, c'est tout pour ce tour de l'actu vue du web. N'hésitez pas à interagir avec nous sur la page Facebook d'I24 News et via le hashtag i24news.net. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro de votre magazine consacré au net.